Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Dans ce premier épisode, en partenariat avec la gamme spécifique du laboratoire DEKRA, nous accueillons le docteur vétérinaire Dan Rosenberg. Dan, c'est un peu le grand Manitou de l'endocrinologie. C'est lui qui donnait le cours sur le diabète au CES de diététique, et c'est grâce à lui que j'ai pu diagnostiquer mon premier cas d'acromégalie. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler du diabète des chiens et des chats, et du rôle de la nutrition dans cette affection. Donc tout d'abord, bonjour Dan. Bonjour Charlotte. Je suis heureux d'avoir changé un petit peu ta vie en te permettant de diagnostiquer une nouvelle maladie. On en apprend tous les jours. Tu peux pas savoir comme j'étais fière, un peu déçue pour ce pauvre chat, mais j'étais super fière de diagnostiquer ma première acromégalie. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre rubrique, mais les possibilités de traitement de cette maladie ont beaucoup changé et tu parles de pauvres chats, mais maintenant on les aide, on les guérit en fait, parfois. Donc on aura l'occasion d'en parler un jour. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer la différence entre le diabète du chien et du chat ? Oui, alors on peut tout de suite parler de diabète sucré du chien et du chat. Moi j'adore ce terme de diabète sucré parce qu'il nous renvoie à l'Antiquité, voire même un peu avant, et à la période où les médecins antiques goûtaient les urines pour distinguer ce qu'on appelait le diabète insipide, qui est une autre maladie hormonale caractérisée par une émission d'urine très importante et une prise de boisson très importante, mais où les urines ne sont pas sucrées, et puis ce fameux diabète sucré. Donc, pour le chien comme pour le chat, il s'agit d'une anomalie concernant l'insuline, qui est une hormone produite par le pancréas et qui permet de réguler le glucose dans le sang, qu'on appelle glycémie. C'est la seule hormone dans l'organisme qui fait baisser la glycémie. Les autres, en tout cas les principales autres, font augmenter la glycémie. Et le chien et le chat ont un diabète sucré très différent. Je trouve que c'est une très bonne façon de commencer cette rubrique parce que ça va nous apporter des éléments de compréhension par la suite. On est en 2020 ensemble aujourd'hui et on ne sait toujours pas comment se développe le diabète sucré du chien. Ce que l'on sait, c'est que lorsque les vétérinaires détectent un diabète sucré chez un chien, il est déjà trop tard au sens où le pancréas du chien est incapable de sécréter la moindre insuline. Et il sera donc insulino-nécessitant, il lui faudra de l'insuline pendant toute sa vie. Donc là, je suis en train de parler de ce qu'on appelle le diabète sucré acquis, le diabète de l'adulte, et de 99% des diabètes sucrés acquis du chien. Si je m'interroge maintenant sur le diabète sucré acquis du chat, alors là on est dans une maladie qui est complètement différente. C'est une maladie où il y a à la fois une altération des troubles de la sécrétion de l'insuline, donc avec au moment du diagnostic en général un pancréas qui est incapable de produire et de sécréter cette insuline, mais en même temps des anomalies de l'action de l'insuline, ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Le chat, il a l'un et l'autre, et ce qui est très intéressant chez le chat, c'est que si on se donne la peine de lui redonner de l'insuline et de faire baisser le glucose dans son sang, eh bien, on va reprendre une capacité de sécrétion d'insuline. Autrement dit, chez le chat, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans cette rubrique, il y a la perspective une fois la phase d'administration de l'insuline, de revenir à une situation où le chat peut être autonome sans insuline externe, sans que son détenteur lui administre matin et soir de l'insuline. Donc on est sur deux maladies très différentes. La maladie du chien est relativement éloignée de ce que l'on peut observer chez l'humain. Celle du chat, par contre, ressemble comme deux gouttes d'eau au diabète de type 2 chez l'homme. C'est le diabète de la sédentarité, de la surbouffe. Je suis sûr qu'on va reparler de ça ensemble. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que le diabète du chien, si un chien est diagnostiqué diabétique, il sera diabétique toute sa vie, et le diabète du chat, on a une chance de pouvoir le guérir en quelque sorte ? Alors, on a une chance de l'amener en rémission
c'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'insuline pendant au moins un mois et pour une période qui peut être de plusieurs mois, plusieurs années, parfois une vie. Et en ce moment, quand je prends en charge un nouveau chat diabétique, j'annonce à ses détenteurs 30 à 50% de chance d'avoir cette expérience de plus besoin d'insuline. Ça ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un petit peu à un mécanisme qu'on connaît chez l'homme et qui a un très joli nom qui s'appelle l'effet lune de miel. Donc voilà. Donc oui, il y a des chats qui peuvent se passer d'insuline et c'est pas une minorité extrême. Alors, la question que je brûlais d'envie de te poser, c'est est-ce que l'alimentation est responsable du diabète chez le chien et chez le chat? Je comprends bien que cette question te brûle les lèvres parce que c'est une question qui est vraiment très très présente parmi les vétérinaires et parmi le grand public et c'est très logique. Et je répète qu'on est en 2020 en ce moment, on vit une crise épidémique et on a vu au cours des derniers mois à quel point les données de la littérature scientifique peuvent évoluer très vite, peuvent être tout d'un coup, quand on a une grande cause comme ça internationale, peuvent générer beaucoup de données, avec parfois des résultats contradictoires, et puis des modes, et puis des contre-modes, en une unité de temps qui a été très très courte pendant cette année 2020. Alors si je reviens maintenant à la médecine vétérinaire, on a des données bibliographiques qui sont nombreuses, mais pas si nombreuses, qui sont échelonnées aussi sur une très très grande durée de temps, avec des dogmes, des contre-dogmes, et je vais répondre à une question qui peut sembler simple par beaucoup plus d'interrogations que de réponses formelles. J'ai vraiment encore beaucoup de questions pour répondre bien à ce type de problématique pourtant simple. On va commencer par le chien. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne savait toujours pas d'où vient le diabète sucré du chien. Est-ce que par exemple, le fait d'avoir été obèse dans sa vie peut faciliter l'apparition d'un diabète sucré chez le chien? C'est encore une question à l'heure actuelle. Et donc, sur ce point, je pense en tout cas que si une alimentation, par exemple, trop riche en glucides, générait de manière très fréquente un diabète sucré chez le chien, on le saurait. Donc, j'aurais tendance à dire que l'alimentation n'a pas de lien direct connu en 2020 pour le chien. Alors passons maintenant au chat. Et là encore, la réponse est tout sauf sibylline, simple, linéaire. Je vais commencer par les choses dont je suis à peu près sûr, parce que là, il y a une redondance bibliographique et un niveau de preuve tout à fait acceptable. L'obésité est un facteur de risque majeur du diabète sucré du chat. La sédentarité aussi, mais l'obésité pour elle-même. On sait que l'obésité génère une résistance à l'insuline et on sait qu'elle peut participer ou être un élément fondamental dans le développement du diabète sucré. Autrement dit, la suralimentation, quelles que soient les composantes qualitatives de cette alimentation, peut être à l'origine d'un diabète sucré de chat. Est-ce que maintenant la composition de l'aliment est un élément qui va jouer dans le développement du diabète sucré? Là, c'est beaucoup moins net. D'abord, il n'y a pas tant d'études, on appelle ça des études épidémiologiques, il n'y a pas tant d'études épidémiologiques qui s'intéressent à cet élément pour le diabète du chat. Et lorsqu'on les prend une à une, on a parfois des résultats contradictoires. Donc, quand on abordera ensemble, je pense, la prise en charge nutritionnelle du diabète du chat, on verra qu'il y a eu des évolutions, qu'il y a une certaine tendance à choisir certains aliments plutôt que d'autres lorsque le diabète sucré est installé. Est-ce que pour autant on peut dire que ces aliments sont préférables, par exemple, pour prévenir l'apparition d'un diabète sucré chez le chat? Je ne sais pas encore. Prévenir l'obésité, ça doit être un objectif majeur pour n'importe quel détenteur de chat actuellement, parce qu'il y a un vrai risque de diabète sucré. Choisir sa composition alimentaire, et par exemple, je te vois venir Charlotte, choisir une alimentation par exemple moins riche en glucides au sens large, est-ce que ça a du sens en 2020 pour l'instant? Je ne sais pas encore répondre à cette question. C'est peut-être un peu choquant, mais je ne sais pas encore y répondre. Alors, je pense que je peux t'aider à y répondre parce que pour le coup, la nutrition, les facteurs de risque du surpoids chez le chat, c'est plutôt la densité énergétique de l'aliment, donc le fait que l'aliment soit riche en calories, aussi associé à la stérilisation
et la sédentarité. Donc si on a un chat stérilisé d'intérieur, il est prédisposé au surpoids. Et si en plus on le nourrit à volonté, ça c'est un gros facteur d'obésité chez le chat, avec un aliment riche en calories. Donc nous, en tant que nutritionnistes, on aurait plutôt tendance à incriminer les calories, et les calories, elles viennent souvent des lipides. Donc on aurait plutôt tendance à choisir un aliment restreint en lipides pour ne pas engraisser notre chat. Si c'est ce que tu nous dis, si c'est le surpoids qui provoque le diabète chez le chat, nous, on incriminerait plutôt les lipides. Très bien. Et alors, tu vois, c'est bien parce que ça va être une interview à double sens. Si maintenant on pense à alimentation pour les alimentations industrielles, sèche versus humide, si tu veux essayer de prévenir l'obésité, qu'est-ce que tu vas prôner ? Alors, on va plutôt prôner l'humide parce que c'est beaucoup moins calorique. C'est 4 fois moins calorique qu'une croquette. Et c'est beaucoup plus volumineux. Donc, le chat, au lieu de manger 50 grammes de croquettes, il va pouvoir manger 200 grammes d'humide. Et ça lui change un peu la vie. Ça évite qu'il ait faim. Et s'il a faim, il réclamera. Et s'il réclame, son propriétaire va céder et va lui donner. Donc, sur la prévention du surpoids et d'autant plus sur la perte de poids, chez le chat, on conseille beaucoup l'humide. Bon, me voilà rassuré parce que il y a une publication il y a quelques années maintenant qui est en fait un consensus dit d'experts internationaux sur le sujet et c'est exactement ce qu'on disait. mais pas plus, hein. C'est-à-dire que qualitativement, c'est ensuite un petit peu, autant sur l'obésité, on est à peu près, enfin on est sûr de son lien au diabète sucré, autant aller plus loin en écartant l'obésité, c'est-à-dire que sur un chat non obèse, est-ce qu'un aliment avec telle teneur en lipides, en sucre ou en protéines, on va plus ou moins protéger ou au contraire induire un diabète sucré. Actuellement, pour l'instant, on ne sait pas. Et chez le chien, moi j'avais lu que des pancréatites chroniques pouvaient mener à un diabète. Est-ce que tu confirmes ? Alors ça, c'est une très jolie question. C'est une très jolie question. Mais c'est une question œuf et poule. C'est-à-dire que ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que un certain nombre de marqueurs de pancréatite chronique peuvent être allumés chez des chiens diabétiques. Est-ce que pour autant, c'est la pancréatite chronique qui a généré le diabète sucré ou a co-généré ou a participé à l'apparition du diabète sucré? Ou est-ce que à l'inverse, parce que chez certains animaux de laboratoire, lorsque ces animaux sont diabétiques, ils développent des pancréatites. Est-ce qu'au contraire, c'est parce que ces chiens sont diabétiques qu'on observe des marqueurs biologiques en particulier d'atteinte pancréatique? C'est très très difficile de répondre à cette question. Mais c'est une superbe question. Et on touche là à la frustration de la lecture des données scientifiques de la médecine vétérinaire qui sont trop peu nombreuses encore. Et je le répète, je vais passer mon temps à poser plus de questions que de répondre à ces questions. Non, mais c'est très intéressant. Parce que s'il y a un lien, si c'est la pancréatite qui provoque le diabète, du coup, chez le chien, on incriminerait aussi les lipides parce que on pense, alors pareil, hein, c'est avec moult pincettes, que ce seraient les alimentations trop riches en lipides, et notamment l'hyperlipémie, qui pourrait provoquer des pancréatites chez le chien. Oui, ça aussi c'est bien et c'est juste de le dire. Et en même temps, en tout cas en situation aiguë, plus de 70% des pancréatites de chiens, même en cherchant ces hyperlipémies, ces charges lipidiques trop importantes ou des facteurs de risque tels que l'alimentation, etc., eh bien, au bout du compte, on n'en trouve pas de cause. Chez l'humain, la pancréatite aiguë post-charge alimentaire hyperlipidique, c'est la crise de foie. Donc, je ne suis pas en train de dire que nourrir un chien avec un aliment très riche en lipides ne peut pas générer des pancréatites. C'est connu et reconnu. Je dis simplement que le poids de cela dans le développement de l'essentiel des diabètes sucrés des chiens qu'on voit, on ne sait pas encore. Je pense que la pancréatite, c'est encore plus flou que le diabète. Ce sera un autre sujet. C'est assez juste, ça. C'est assez juste. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, alors ça arrive parfois lorsque les chiens ou les chats, mais les chiens en l'occurrence, je vais aborder ce point-là, décèdent, ils peuvent bénéficier, entre guillemets, d'une autopsie. Si vous autopsiez un chien d'un certain âge et que vous faites une analyse complète de son pancréas, quelle que soit son histoire, qu'il ait eu des symptômes de pancréatite ou pas, vous allez trouver presque toujours
un infiltrat inflammatoire et donc des signes de pancréatite. Donc c'est presque une présence permanente chez le chien et même chez le chat d'ailleurs, d'avoir un peu de pancréatite. Et donc qu'est-ce qui fait la situation malade, qu'est-ce qui fait la situation normale? C'est vraiment, il y a un continuum entre ces deux extrêmes. Et oui, ça nous pose beaucoup de difficultés médicales. Alors, maintenant, on va en venir à notre chien. On va commencer par le chien. Quand notre chien est diabétique, comment on va faire pour... Donc, tu l'as dit, la première prise en charge, c'est évidemment l'insuline. Mais au-delà de ça, au niveau nutritionnel, comment on va faire pour bien le nourrir? C'est très bien d'avoir commencé par une espèce et de ne pas tout mélanger. Pour le coup, on a un peu de données dans la littérature qui montrent que lorsque vous nourrissez un chien avec un aliment, on va dire classique d'entretien, dans les heures qui vont suivre la prise alimentaire, la glycémie va monter. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elle va monter dans des valeurs stratosphériques, mais par exemple, pour une glycémie qui serait conforme à un intervalle de référence à 1 gramme par litre, eh bien c'est pas rare qu'elle passe à 2 grammes par litre ou un petit peu plus dans les heures qui suivent un repas, on va dire, classique. Alors, le même genre de mécanisme peut évidemment s'effectuer lorsque le chien est diabétique, mais en partant de valeurs beaucoup plus hautes, puisqu'il est diabétique. Et si on lui donne maintenant une alimentation plutôt riche en fibres, eh bien on va arriver à écréter cette hyperglycémie postprandiale, cette montée de la concentration en glucose après les repas, de manière vraiment non négligeable. Il y a plusieurs études qui montrent une différence significative. Donc c'est vrai qu'à l'opposé de cette approche-là, il ne faut pas oublier que bon nombre de chiens diabétiques ont été amaigris par leur diabète sucré. Comme ils n'ont pas d'insuline, avant en tout cas que la prise en charge avec de l'insuline, et que l'insuline promeut l'entrée par exemple des lipides dans les adipocytes, dans les cellules grasses, et d'une façon générale promeut aussi l'entrée des glucides dans l'ensemble des cellules, eh bien ces animaux ont perdu en général de la masse musculaire et de la masse graisseuse et sont en sous-poids. Donc un des risques quand on alimente un chien avec une alimentation à haute teneur en fibres, c'est de ne pas réussir à le faire suffisamment grossir. Donc il y a un certain équilibre entre l'envie d'écréter cette hyperglycémie postprandiale et puis le fait d'essayer quand même de faire revenir le chien à un poids à peu près normal. Donc un chien qui aurait un poids pas trop abaissé et qui serait diabétique en début de prise en charge, sans doute que j'aurais une stratégie assez focalisée sur ces fameuses fibres, alors qu'à l'opposé, un chien en grand sous-poids, j'aurais beaucoup moins ce type d'attitude. Mais là encore, je te renverse la question. Est-ce que tu veux compléter ma réponse? Je pense que j'aurais dit exactement pareil que toi, que chez le chien... Alors j'en discutais avec une amie récemment et elle me disait, en gros chez le chien, peu importe, puisqu'il faudra juste adapter la dose d'insuline à ce qu'on va lui donner. C'est intéressant. La seule chose importante, c'est que le régime soit fixe. Je me dis, si tu donnes toujours la même chose, parce qu'en humaine, on adapte la dose d'insuline à ce qu'on va manger, mais le chien, on fixe une dose et elle est toujours pareille, donc il faut qu'il mange toujours pareil. Donc pour elle, sa priorité chez le chien, c'était de dire, il faut que le régime soit fixe. Après, moi, je suis un peu économe sur l'insuline, donc j'ai tendance à dire, ok, mais je voudrais qu'il soit fixe, mais de préférence le plus bas possible, qui génère une augmentation de la glycémie la plus faible possible, pour avoir à donner le moins d'insuline possible. Donc j'ai tendance, comme toi, à utiliser beaucoup les fibres, surtout les fibres solubles qui permettent en fait d'emprisonner ce qui va générer du glucose dans l'intestin et ça l'emprisonne. C'est moins accessible aux enzymes, donc il peut digérer moins vite son aliment et produire moins vite du glucose à cause de son aliment. Donc en fait, l'augmentation, elle va être plus stable dans le temps. Ça va éviter de faire un gros pic de glycémie, c'est que ça va augmenter petit à petit, parce qu'avec les fibres, elles vont retenir l'eau, ça va faire un gros gel, et les enzymes pour aller digérer les molécules, pour aller chercher les molécules de glucose, ça va être plus compliqué d'y accéder. Donc ça va en fait freiner la digestion et freiner le pic de glycémie, mais du coup, ça diminue aussi la digestibilité de l'aliment. Donc en effet, quand ils sont maigres, je privilégie la densité énergétique de l'aliment. Donc on va déjà le remettre à un poids de forme. Et du coup, je me base juste sur la stratégie, j'adapterai l'insuline en fonction.
Et s'ils sont trop gros, c'est rare, ou un poids normal, là, je privilégie les fibres pour diminuer l'insuline le plus possible. Très bien, je crains qu'on soit une fois de plus d'accord, et c'est vrai que ta réponse en miroir me permet d'identifier que j'ai pas mis en relief un point fondamental. La vie des chiens diabétiques, puisqu'on parle des chiens là pour l'instant, doit être aussi standardisée que possible, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc ça veut dire des horaires d'insulinothérapie respectés, des horaires de repas respectés. Moi j'aime bien, pour simplifier la vie des détenteurs des chiens diabétiques, qu'on donne le repas en même temps que l'injection d'insuline, avec une injection à 12 heures d'écart, un repas à 12 heures d'écart. Et les efforts, ils ne sont pas prohibés, mais ils doivent être, encore une fois, relativement reproductibles d'une journée à l'autre, parce que sinon, on va avoir des besoins d'insuline qui vont énormément varier. Donc oui, on est bien d'accord. En effet, on peut tout à fait se débrouiller avec même un aliment tout à fait standard chez un chien diabétique, par exemple, amaigri. Par contre, on ne va pas changer d'aliment tous les jours, et puis on ne va pas changer de mode de vie tous les jours, parce que sinon, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Alors, parlons un peu du chat. Et alors là, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire en 2020. Il y aurait eu beaucoup à dire différemment dans les années 90. Et il y aura peut-être différentes choses à dire en 2030, dans 10 ans. Dans le temps, dans mon jeune temps, dans les années 90 donc, on nourrissait les chats diabétiques comme les chiens, avec un peu la même stratégie dont on a dressé une certaine peinture à l'instant. Et puis est venue plusieurs études qui proposaient d'apporter une alimentation riche en protéines et pauvre en hydrates de carbone, de manière à moins stimuler le pancréas après chaque repas. Et ces aliments ont peu à peu pris la place des aliments riches en fibres dans l'indication diabète sucré de chat. Alors est-ce que ça a du sens de faire ça? Sans aucun doute, la prise en charge des chats diabétiques actuellement est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Mais elle est meilleure qu'elle ne l'était il y a 30 ans pour plein de raisons, dont celle-là. Et isoler finement le rôle de l'alimentation dans la prise en charge du chat diabétique n'est pas si facile que ça. Finalement, des études où on a fait varier un seul paramètre au sein d'une alimentation et vraiment comparer deux alimentations très proches, sauf par exemple leur teneur en hydrates de carbone, est quasiment impossible et n'a pas été vraiment réalisée en médecine vétérinaire. Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je pense que l'essentiel des aliments pour diabétiques actuellement, qui sont donc plutôt riches en protéines et plutôt pauvres en hydrates de carbone, apportent quelque chose à la prise en charge des chats diabétiques, ont du sens. Est-ce que tous les chats diabétiques doivent bénéficier de cet aliment? Est-ce qu'il faut ne pas en bouger et pas changer d'aliment dans les cas où éventuellement on a l'impression que ça ne colle pas avec le besoin du chat? Là, je suis plutôt un petit peu moins sûr. Donc en tout cas, une stratégie alimentaire très différente de celle du chien, et une stratégie alimentaire qui me donne peut-être aussi l'occasion, mais je pense qu'on en reparlera sans doute, de dire dès maintenant que la notion d'hyperglycémie postprandiale après repas, ou en tout cas immédiatement après repas du chat, est loin d'être documentée. On est loin d'être sûr qu'un chat qui fait un repas, tout d'un coup, va voir sa glycémie monter dans les heures qui suivent, comme un humain ou comme un chien. Je pensais que maintenant, avec les capteurs de glycémie, en direct, là, ceux qu'on laisse pendant 15 jours, on en savait plus sur la glycémie du chat. Alors, ces capteurs, le capteur dont tu parles n'est pas encore validé chez le chat, bien que beaucoup de gens l'utilisent fréquemment, et donc il fait probablement des petites erreurs de mesure, ce qui n'empêche sans doute pas de regarder un petit peu comment évolue la glycémie dans les heures qui suivent les repas. Pour l'instant, à ma connaissance, parce que justement ces capteurs ne sont pas validés chez le chat et que c'est l'élément premier, on n'a pas de publication qui suit la glycémie dans les heures qui suivent le repas, avec différents types d'aliments pour comparer. Mais le jour où on aura des capteurs fiables et validés, je pense que ce sera peut-être la première chose à faire. Il y a quand même des études qui ont été faites sans capteur pour essayer de suivre la glycémie après repas.
et elles sont en contradiction les unes avec les autres, sans doute parce que les repas tests qui ont été employés n'étaient pas tous les mêmes. Et alors, je ne suis pas un nutritionniste, mais quand moi, en tout cas, avec une culture médicale, je lis ces papiers, ces publications-là, je suis vraiment loin d'être sûr qu'on a quelque chose de net, en tout cas dans les heures qui suivent le repas. Peut-être que 12-15 heures après repas, il se passe un petit quelque chose, mais c'est loin d'être clair et évident. Et peut-être pour fixer les esprits, j'aime raconter parfois l'histoire de ce lion, tu vois, dans la savane, qui va dormir longtemps, souvent, beaucoup, qui va tout d'un coup se mettre à chasser et puis qui va pas réussir à toucher une proie pendant 2 jours ou 3 jours, puis qui va finir par attraper une antilope, faire un repas gargantuesque, puis dormir pendant 5 ou 6 jours. Alors si le lion avait le même métabolisme du glucose que nous par exemple, je pense que pendant toutes ces périodes de jeûne, il serait en hypoglycémie extrêmement marquée, et inversement après son énorme repas, il serait en hyperglycémie extrêmement marquée. Il faut faire attention à des idées un peu comme ça préconçues, oh là là, il mange, et donc la glycémie va monter immédiatement. C'est pas comme ça que ça se passe chez le chat. Je pense que de toute façon, même en humaine, je suis pas sûre qu'on comprenne parfaitement, parce que là, j'avais vu passer des études récentes qui disaient que même, on parle beaucoup d'index glycémique en humaine, donc de quels aliments vont faire augmenter plus la glycémie que d'autres, et de ce que j'avais lu récemment, ça disait que ça peut être variable entre les différentes personnes, et l'hypothèse était que ça variait en fonction du microbiote différent des personnes, et qu'en gros, si on n'a pas les mêmes bactéries dans l'intestin, on va pas métaboliser les glucides de la même manière. Et c'est peut-être aussi, il y avait des études d'index glycémique chez le chien, notamment, il n'y en a pas chez le chat, parce qu'il n'y a jamais d'études chez le chat, mais qui disait que pareil, cet index glycémique, il serait en fait aussi variable d'un chien à un autre que d'un aliment à un autre. Donc c'est peut-être ce qui se passe chez le chat, c'est peut-être individu dépendant selon des paramètres qu'on connaît pas encore. Oui, bien sûr. Mais, et d'ailleurs, si on revient aux publications que j'ai citées tout à l'heure, par exemple sur le chien et le fait qu'on écrêtait l'hyperglycémie postprandiale, en fait, ce sont toutes des publications où on a ce qu'on appelle un écart type sur la valeur que l'on suit, c'est-à-dire que les statisticiens ont tenu compte de cette énorme variabilité interindividuelle et montrent qu'il y a quand même des différences d'une population de chiens traités, enfin alimentés avec un aliment ou alimentés avec un autre, mais c'est vrai qu'à l'étage d'un individu, on peut avoir énormément de recouvrement, et par exemple un chien qui serait alimenté avec un aliment qui serait susceptible de provoquer une hyperglycémie postprandiale et qui n'aurait pas cette hyperglycémie postprandiale et vice-versa. Donc oui, il y a une énorme variabilité interindividuelle de toute façon dont il faut tenir compte dans ces études, tu as raison. Alors moi j'ai une question vachement plus personnelle sur mes diabètes de chat avec lesquels je galère. C'est que le but, moi ce que j'avais retenu de traitement nutritionnel du diabète du chat, c'était le but est de faire maigrir le chat pour réverser les effets de l'obésité sur la résistance à l'insuline et potentiellement sur le pancréas. Donc on va chercher à faire maigrir ce chat, mais c'est toujours dur de savoir est-ce que c'est l'effet du diabète qui n'est pas équilibré qui fait maigrir mon chat ou est-ce que c'est l'effet de mon alimentation qui maigrit. Donc je ne sais jamais si la perte de poids elle est positive ou pas. Là aussi, c'est une jolie question. Tu parlais tout à l'heure d'acromégalie. Les acromégales qui sont donc pour les gens qui nous écoutent, l'acromégalie c'est une cause de diabète sucré cette fois secondaire et là on n'est pas en train d'aborder ces diabètes sucrés secondaires à une autre maladie. En tout cas dans l'acromégalie, souvent les chats diabétiques secondairement à l'acromégalie sont donc pas équilibrés et ils prennent du poids à cause de leur acromégalie. Donc c'est encore une composante où de temps en temps il faut tenir compte de pas mal de paramètres. Mais si je reviens à ta question, il y a 2 situations je crois. Il y a une situation où on reçoit, je crois qu'à peu près tous les chats diabétiques qu'on reçoit perdent du poids. Mais certains sont encore obèses et d'autres ne le sont plus. Le chat qui est encore obèse, je pense que une volonté de le faire mincir de façon à ce qu'il atteigne son poids de forme est fondamentale. Et on va retrouver, en tout cas c'est plutôt les conseils qui sont donnés avec des données de validation qui sont plus ou moins bons, mais globalement, on va retrouver les stratégies que tu nous as proposées tout à l'heure. Essayer plutôt un aliment qui va être
plutôt humide, plutôt peu énergétique, etc., etc., etc. Pour un chat qui aurait déjà perdu trop de poids et qui serait amaigri, se repose la question quand même de pouvoir le ramener à un poids de forme. Donc il ne faut pas non plus avoir envie d'amaigrir son patient par dogme concernant l'obésité, cause de résistance à l'insuline. En plus, une de mes phrases favorites, c'est une résistance à l'insuline, ça se force. C'est-à-dire que ce qui va se jouer là-dedans, c'est la quantité d'insuline qu'on va donner. Mais on peut adapter cette quantité, quel que soit le sous-poids, le poids ou le surpoids d'un chat diabétique. L'objectif, en tout cas, c'est de l'amener à un poids de forme, parce que trop maigre, c'est pas acceptable, et en obésité, c'est une cause d'insulinorésistance, en effet. Donc pareil, en fait, chez le chat, il n'y aura pas d'aliment type pour tous les chats diabétiques, ça va dépendre de l'état du chat. On va donner un aliment calorique s'il est trop maigre et un aliment peu calorique s'il est trop gros. Oui, je pense qu'on peut dire ça, mais on peut aussi dire que pour bon nombre de chats, les aliments en ce moment du commerce, il y a eu vraiment une vague de changements là au début des années 2000 qui sont assez riches en protéines, sont plutôt des bons choix, sauf à avoir une autre maladie en même temps. Je m'explique. Si par exemple, je ne sais pas, le chat est à la fois atteint d'une maladie rénale chronique de stade avancé et d'un diabète sucré, dans la mesure où la prise en charge d'une maladie rénale chronique est avant tout alimentaire, je vais me focaliser avant tout sur un choix alimentaire pour cette deuxième maladie et m'adapter pour la prise en charge de son diabète sucré. Il me semble d'ailleurs à ce sujet avoir lu que... Est-ce que c'est le diabète qui peut provoquer la maladie rénale ? Ah, je te vois venir. Il y a une étude il n'y a pas longtemps qui est sortie c'est une étude épidémiologique qui semblait faire sortir le diabète sucré comme un facteur de risque de la maladie rénale chronique. Oui. Après, c'est une étude pour l'instant. Et c'était chez le chat. Est-ce que tu as des choses à ajouter qu'on n'aurait pas abordées ? J'espère que les gens qui vont écouter ce podcast ne vont pas être trop frustrés par le manque d'informations. C'est intéressant parfois aussi en médecine de dire qu'on ne sait pas, que les opinions d'experts comptent aussi, même quand on n'a pas de données encore démontrées. Et donc il y a quand même des grandes différences qu'on a mis en exergue concernant le chien et le chat. Et puis on a essayé aussi de bousculer quelques dogmes. C'est vrai que dans la pratique qui est la mienne, j'ai l'impression qu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'appauvrir à tout prix les aliments pour prise en charge du diabète sucré, d'ailleurs en confondant chien et chat d'ailleurs, les appauvrir en sucre, et j'ai l'impression que les choses sont alors ça parle à nos sens, d'entendre bien sûr qu'un diabétique ne devrait pas recevoir un aliment avec du sucre, mais quand on va un petit peu plus dans le détail comme on a essayé de le faire ici, finalement les choses sont moins simples qu'il n'y paraît. C'est sûr, parce que notamment le terme de sucre, en fait, il est déjà très compliqué. Enfin, dans l'alimentation des chiens et des chats, il n'y a jamais de sucre dans le sens sucre simple. Il y a de l'amidon, mais l'amidon, c'est un sucre complexe, donc il faut déjà le découper pour obtenir du glucose. Et puis, en fait, nous, les nutritionnistes, on a plutôt tendance à parler de glucides, donc c'est un peu ce que tu dis quand tu dis carbohydrate, c'est parce que tu lis des publications en anglais, c'est le terme anglais pour dire glucides. Et en fait, là, ce que tu nous dis, c'est que le traitement du chien qui repose sur des fibres, les fibres, c'est des glucides. Donc en fait, le traitement nutritionnel du diabète du chien repose sur les glucides. La même chose qu'on voudrait incriminer en disant les glucides, c'est à tout prix le mal. Et en fait, ça peut être... il y a de tout dans les glucides et certes, on ne va pas donner de sucre simple, mais en fait, on n'en donne jamais. Mais les fibres sont hyper intéressantes et ça reste aussi des glucides. Ouais. Et puis si on n'a peut-être pas tout à fait réabordé au cours de notre discussion cette notion de diabète sucré transitoire du chat, là encore, on ne sait pas encore comment alimenter un chat qui ne serait plus diabétique pour essayer de limiter son risque de redevenir diabétique. Alors ce que les experts proposent pour l'instant, c'est de rester sur l'aliment qui lui a permis de réverser.
enfin qui a participé à cette réversion avec l'insuline bien sûr. Et donc dans la mesure où ce sont des aliments qui sont les plus souvent utilisés, c'est vrai que ces aliments riches en protéines et plutôt pauvres en hydrates de carbone sont pour l'instant ce qui est le plus, et humides, sont pour l'instant ce qui est le plus souvent proposé dans ce contexte. À poids constant bien sûr. Il y a une question qui me vient aussi justement sur le chat, parce que le chat, c'est plutôt un grignoteur. Donc, chez le chien, on fait 2 repas, le matin et le soir, à 12 heures d'intervalle, on fait l'insuline en même temps. Alors, chez le chat, on fait comment ? Parce que généralement, le chat, il mange 15 fois par jour. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme rythme alimentaire chez les chats diabétiques ? Eh bien, moi, je suis assez drastique, je ne change pas son mode de vie. Je trouve qu'il y a déjà trop de choses à changer. J'ai trop de doutes aussi sur cette notion d'hyperglycémie postprandiale du chat. Et je pense que c'est à moi de m'adapter à son rythme de vie, sur ces aspects-là en tout cas, et pas le contraire. Donc j'ai très très peur toujours d'un chat qui par exemple s'arrêterait pour une maladie concomitante par exemple, s'arrêterait de manger alors qu'il est diabétique, parce que ça c'est la porte ouverte aux complications du diabète sucré, une qui s'appelle en particulier l'acidocétose et une autre qui s'appelle le diabète sucré hyperosmolaire. Et donc je veux qu'il garde un mode de vie tout à fait usuel. Donc pour être tout à fait concret, un chat qui a un mode de vie où il ne peut pas faire autrement qu'être en libre service, on a vu ensemble que les choix humides semblaient être plus intéressants, mais je vais m'adapter à ça. Donc j'accepte tout à fait qu'il puisse manger tout au long de sa journée et de sa nuit. Alors moi, en pratique, souvent, je conseille de l'humide, donc soit des sachets d'humide, soit, j'avoue que je suis une grande fan des sardines ou choses comme ça, enfin un truc que le chat aime bien 2 fois par jour au moment des injections, parce que c'est aussi, enfin, je trouve que c'est plus facile pour les propriétaires de faire les injections quand le chat est occupé à manger un truc qu'il aime bien. Et le reste du temps, je fais comme toi, je laisse souvent les... Alors, à volonté ou à volonté dans une gamelle distributrice qui puisse pas... Enfin, Oui. mais je le laisse disposer un peu, manger quand il a envie, du moins. On n'est pas arrivé à s'opposer sur grand-chose quand même. Il va falloir qu'un jour on fasse une bataille. Alors, au bras de fer, je pense que je perds. Très bien. Bon, écoute, Dan, je te remercie beaucoup. Et puis, j'espère te dire à bientôt sur un autre sujet. Peut-être qu'on se lancera dans la pancréatite, c'est aussi ton domaine ? Je déteste pas. J'aimerais bien qu'un jour je puisse parler avec toi de choses dont je suis sûr, parce que la pancréatite, là encore, il va y avoir beaucoup d'interrogations. Il y a un sujet sur lequel tu es sûr ? Plus je vieillis et moins je suis sûr de quoi que ce soit. On trouvera quand même, on trouvera. Parfait. Bon, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, avec Dan, nous avons appris que le diabète sucré du chien est très différent de celui de l'humain. Sa cause n'est pas connue pour le moment, mais à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve que l'alimentation puisse provoquer un diabète chez le chien. En pleine période de phobie des glucides, Dan nous a rappelé que chez le chien, ce sont des glucides, les fibres solubles, qui permettent le mieux de gérer la quantité de sucre arrivant dans le sang après un repas. Chez le chat, la survenue du diabète sucré est liée à l'obésité. Les causes de celle-ci sont la sédentarité, doublée d'une alimentation trop calorique laissée à volonté. Le traitement nutritionnel repose sur un retour de l'animal à son poids de forme. Les aliments formulés pour le traitement du diabète du chat sont des aliments riches en protéines et pauvres en amidon. Ils seront choisis en fonction de leur teneur en calories et de l'état corporel du chat. On choisira un aliment calorique pour faire grossir un chat trop maigre et un aliment pauvre en calories pour faire maigrir un chat trop gros. L'alimentation humide est le plus souvent à privilégier pour favoriser une bonne prise d'eau des chats diabétiques et lutter contre l'obésité. Si l'alimentation est une part du traitement du diabète sucré, n'oublions pas que la clé réside dans l'insuline. Et il vaut mieux un mauvais aliment avec une bonne insuline qu'un bon aliment avec une mauvaise insuline. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!